journée. Aujourd'hui, on est pour la deuxième fois, je crois que ça va. Quatrième fois, combat, au fond, tout à fait intéressant et justifié. Je crois qu'on a aussi le droit de savoir. Et je dis merci en tout cas de venir régulièrement ici au Club Suisse de la Presse pour évoquer ces problèmes délicats. Donc encore une fois, je tiens donc à remercier le docteur Ménal, M. Rachid Wesley, et puis maintenant M. Samuel Didou, donc l'avocat de quelques-unes de ces personnes, d'être ici aujourd'hui pour faire le point sur ce qui se passe à Guantanamo et ce qui va se passer après Guantanamo. Donc, comme d'habitude, avant de vous donner la parole, je vais vous demander de signer notre petit livre d'or. Alors voilà, vous mettez votre nom ici. On va commencer par vous. Puis je vous remets le petit cadeau, le petit couteau suisse du Club Suisse de la Presse. Voilà. Très bien. Alors, je vous laisse la parole. Moi, malheureusement, je dois partir. Je vous laisse faire. Vous connaissez le fonctionnement de la maison. La campagne pour la fermeture de Guantanamo se poursuit avec un rythme accéléré. On essaye de faire tous les 15 jours une conférence de presse ou un séminaire dans une ville de par le monde, en Afrique, en Asie, et en Europe et aux États-Unis. Cette campagne maintenant, il y a à peu près 200 ONG qui participent des 4 continents. Et on a aussi 32 qui sont dans la coordination internationale pour la libération de Sam el-Haj et la fermeture de Guantanamo. Et parmi lesquelles une vingtaine d'organisations de protection des journalistes. On essaye de travailler jour et nuit parce que c'est vraiment le moment le plus difficile de l'histoire de Guantanamo maintenant. Parce qu'on est arrivé à que le président américain lui-même dit qu'on veut fermer Guantanamo, nous ne voulons plus continuer cette histoire. Mais en même temps, et à ce moment-là, on ouvre le dossier de sort des prisonniers. C'est-à-dire, on dit, mais il y a une soixantaine de prisonniers, s'ils rentrent chez eux, ils seront menacés de torture, de simulacre de procès. Et il y a un autre problème qui nous oblige à prolonger au maximum le maintien de Guantanamo. Et si on arrête aujourd'hui, on est obligé, c'est le message des responsables américains, on est obligé, de faire des mini-Guantanamo dans les pays musulmans et en Europe, de trouver une sorte humanitaire pour certains individus que vraiment se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Et nous sommes convaincus de ça après 6 ans. Mais après 6 ans, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là que demander peut-être à un pays allié des États-Unis de les accepter comme demandeurs d'asile politique. Le troisième problème, c'est qu'on a une cinquantaine des gens qui sont vraiment gravement malades. Ils ont besoin d'être soignés. Alors si une partie de ces gens, comme les détenus libyens, comme les détenus algériens, les détenus syriens, et comme certains détenus de Yémen, sont sujets à des simulacres de procès et à un risque de torture, comme le cas de Tunis. Je ne veux pas parler de la Tunisie, car Maître Samir va évoquer la question tunisienne en détail. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment agir pour protéger ces gens-là? Alors, le tortionnaire devient protecteur. Nous sommes à un moment vraiment très grave, parce que c'est lui qui demande, qui exige la fermeture de Guantanamo depuis 5 ans et demi, aujourd'hui, et devant cette dilemme, devant cette
challenge. Nous voulons fermer Guantanamo, mais chercher pour les détenus de Guantanamo une sortie moins catastrophique, parce que certains de ces gens-là sont condamnés à 10 ans chez eux, en Tunisie ou en Algérie. On connaît bien que la loi d'amnistie en Algérie ne touche pas tous ceux qui ont commis des crimes, entre deux guillemets, à l'extérieur du territoire algérien. Et quand on a mis ce paragraphe, c'était précisément pour faire plaisir à ce qu'on appelle la guerre contre le terrorisme, c'est-à-dire tous ceux qui sont à Guantanamo ou à Bagram ou dans d'autres lieux de détention inconnus et non visités par l'ensemble des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Voilà la situation en général. Cette situation est renforcée par plusieurs données sur le terrain. D'abord, c'est le président américain qui tient une situation d'impunité totale, avec 2-3 décrets qui donnent la possibilité d'annuler, entre deux guillemets, parce qu'on ne peut pas annuler après le président, j'espère que les États-Unis reviennent, le habeas corpus, qui donne le droit à arrêter n'importe quel non-citoyen américain à n'importe quel endroit dans le monde et l'amener à Guantanamo jusqu'à aujourd'hui. Et en même temps, ces gens-là sont privés de tout contact avec l'ensemble du monde entier jusqu'à aujourd'hui, sauf leur gouvernement. C'est-à-dire si le gouvernement saoudien envoie un responsable de sécurité ou un de service consulaire aux États-Unis, il a le droit de voir les détenus saoudiens. Si le CICR fait une tournée de routine, il voit ce détenu. Si un avocat de nationalité américaine, accepté par l'ensemble de l'administration juridico-militaire américaine, il peut entrer et voir ces détenus. Et dernièrement, certains responsables de sécurité européens, malheureusement, ont fait secrètement cette visite et on a révélé cette information à la presse avec le journal Libération il y a quelques mois. Alors nous sommes dans une situation vraiment où rien n'a changé pour les détenus. Il y a toujours le camp 5, le camp 6, le camp ECHO, une situation très difficile, un traitement pour ces individus qui est inhumain, malgré le fait qu'on a par exemple Ghezaoui qui est atteint depuis plus d'un an d'une tuberculose avancée, hépatite B, diagnostiquée, et malgré tout ça, on dit qu'il refuse d'être soigné. Et on sait bien qu'il n'a jamais refusé de prendre les médicaments pour la tuberculose. C'est-à-dire qu'on est en train de voir quelqu'un en train de mourir lentement, et ce monsieur-là, précisément, devant le tribunal militaire qui donne statut, chaque année, on a eu, l'année dernière, devant ce qu'on appelle en anglais Combatant Status Review Tribunal, on a donné no enemy combatant pour lui. Et malgré cela, rien n'a changé. Sa situation est le même, comme si c'est un combattant ennemi, il est maltraité et il est dans une situation lamentable. Cette situation touche plus de 50 personnes, c'est-à-dire l'état grave du point de vue maladie, selon les données des avocats et les rapports médicaux qu'on a reçus directement ou indirectement. En plus, l'état de danger pour tous ceux qui ont des problèmes binationaux ou un problème de résidence. Par exemple, on a un Palestinien qui est né en Arabie Saoudite, qui était résident en Arabie Saoudite, qui n'a pas la nationalité saoudienne, que l'Arabie Saoudite refuse de recevoir. Et les autorités palestiniennes disent, on n'a pas dans les dossiers un monsieur qui s'appelle tel. Alors c'est un monsieur apatride, dont personne n'accepte de recevoir. Il est innocent. Il est aussi
déclarer nos combattants ennemis après 5 ans et demi, mais il n'y a pas un lieu pour mettre ce monsieur. Alors nous sommes en train maintenant de mobiliser un grand nombre des avocats et des parlementaires européens pour que l'Europe prenne en charge quelques individus. Et on essaye de travailler avec certains militants des droits de l'homme de l'Afrique du Sud pour que l'Afrique du Sud accepte quelques individus. On essaye de trouver un lieu d'asile pour un nombre de détenus qui sont complètement innocents, qui ne sont pas accusés ni par les military tribunals, ni par le Pentagone lui-même, et qui sont maintenant dans une situation où ils risquent 5 à 15 ans de prison chez eux s'ils rentrent. Voilà la situation de ce qu'on peut appeler l'après-Guantanamo côté victime. Côté bourreau et tortionnaire, on a tout fait pour rester dans un cadre qui touche, 1, le tribunal pénal international, 2, qui touche la compétence universelle dans les pays où cette compétence universelle est appliquée, parce que maintenant, on ne peut rien faire sur le territoire américain tant que l'administration américaine est en place actuellement. Nous savons que pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, 3 ministres de justice de suite sont contestés par l'ensemble des ONG des droits de l'homme aux États-Unis. Pour la première fois. Parfois, il y a une partie des ONG qui dit ce ministre, non, ce ministre tel. Non, aujourd'hui, on est avec 3 ministres de suite et les 3 ministres ont accepté, 1, le principe de mauvais traitement au nom qu'il ne s'agit pas de torture, 2, l'arrestation arbitraire avec le secret evidence, et 3, la législation concernant le maintien des étrangers à Guantanamo. Et les 3 ont exercé dans leur fonction juridique des actes qui sont contre la ratification par les États-Unis de la Convention contre la torture et de pacte international des droits sociaux, des droits civiques et politiques. Alors, aussi, en même temps, il y a maintenant un grand risque de paralysie pour la compétence universelle en Europe. Parce qu'on a essayé de bouger à peu près 32 ONG internationales, européennes et des ONG nationales à Berlin pour juger Rumsfeld. Une démarche politique ferme à l'égard de Berlin par les États-Unis a stoppé cette démarche. Rumsfeld est arrivé à Paris. On avait la date parce qu'il était invité publiquement pour intervenir dans un lieu public connu. Alors le procureur général connaissait la date, connaissait le lieu et il n'a pas bougé. Personne n'est arrivé au lieu. Il n'y avait que 2 des anciens détenus et quelques-uns des avocats et des militants des droits de l'homme à la porte. Et Rumsfeld est sorti par la porte de derrière pour ne pas rencontrer un seul des défenseurs des droits de l'homme face à face. Et il a échappé. Il n'y avait pas une démarche juridique en France. Ce qui est honteux, parce qu'il ne s'agit pas de la responsabilité hiérarchique. Il s'agit d'une ordonnance que vous trouvez dans le dossier entre vos mains, signée par Rumsfeld, pour légaliser 16 méthodes de torture reconnues par le rapporteur spécial sur la torture. Alors, dans cette situation, aujourd'hui, on essaye de mobiliser pour avoir des tribunaux des citoyens indépendants des gouvernements, des États qui peuvent être sous pression pour faire quelque chose, au moins symbolique, pour dire que l'impunité ne peut pas durer. Si le XXe siècle était un siècle de convention et de description des violations des droits de l'homme, le XXIe siècle doit être
le siècle où on peut agir contre l'impunité. Merci.